Le cercueil a été scellé. Aucun parent n'a voulu l'ouvrir. La cérémonie s'est déroulée à la hâte, à 7 heures du matin, et la liste des invités tenait sur un seul morceau de pain. Mais ce que personne ne savait, c'est que c'était la 3e fois qu'Étienne Dubois était déclaré mort. Le premier était dans un accident d'avion dans les Alpes. La seconde, dans un mystérieux incendie dans son manoir. Aujourd'hui, à l'âge de 67 ans, le millionnaire était à nouveau officiellement mort. Mais ni le chef ni le coroner n'étaient convaincus. Quelques heures après la cérémonie, une enveloppe tachée de sang est arrivée au poste de police local. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule phrase. Il est mort pour la 3e fois, mais il n'a pas encore été enterré. Si vous aimez les histoires vraies ou les histoires inspirées de faits que personne n'ose raconter, avec du mystère, des secrets et des rebondissements, abonnez-vous maintenant à la chaîne, car cette histoire ne fait que commencer, et la fin de celle-ci vous donnera la chair de poule. Dans la petite ville de Sospel, dans le sud de la France, tout le monde connaissait le nom d'Étienne Dubois, ou je pensais que je savais. Propriétaire de 5 établissements vinicoles, d'une collection d'art privé qui rivalisait avec les musées, et d'un manoir construit sur les fondations d'un monastère médiéval, Étienne vivait comme une ombre élégante. Il n'est jamais apparu en public. Ses photos les plus récentes datent d'il y a 20 ans. Son entreprise a prospéré sans que personne ne comprenne comment. Mais ce qui a le plus attiré l'attention, c'est sa capacité à disparaître. La première fois, son avion privé s'est écrasé près de la frontière suisse. Ils n'ont pas trouvé le corps. Des mois plus tard, il est apparu souriant sur une plage de Croatie, affirmant qu'il s'agissait d'une erreur de communication. Lundi, son manoir a pris feu au milieu de la nuit. Les pompiers ont trouvé des restes calcinés, jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'ils appartenaient à un employé qui avait disparu quelques jours plus tôt. Étienne a refait surface, le visage couvert d'un foulard de soie, affirmant qu'il était en voyage au moment où tout s'est passé. Cette fois, le corps a été retrouvé dans le sous-sol de son plus ancien domaine viticole. Il était vêtu d'un costume sombre, les mains jointes sur la poitrine et une lettre dans sa poche. Mais la lettre a disparu sur le chemin de la morgue. Et le coroner, curieusement, n'a jamais signé le rapport final. Il a disparu 2 jours plus tard, ne laissant derrière lui que son alliance sur la table. L'enterrement était gardé par 2 gardes de sécurité armés. L'un d'eux avait un accent d'Europe de l'Est. L'autre a refusé de dire son nom. Parmi les quelques invités se trouvait une femme en voile noir, qui resta immobile tout au long de la cérémonie. À la fin, elle a marmonné quelque chose en allemand et a laissé une orchidée noire sur le cercueil. Une jardinière de la cave, qui parlait couramment l'allemand, a raconté plus tard qu'elle avait dit « Maintenant, il est libre, mais personne n'est sauvé. » Le prêtre qui dirigeait la cérémonie a eu une crise cardiaque quelques heures plus tard. Il fut emmené à Nice en silence. Pas de nouvelles dans les journaux. Aucune couverture, pas de note officielle de la famille. La même nuit, le système de sécurité de la maison Dubois, désactivé pendant des années, s'est rallumé. Un seul fichier vidéo a été envoyé à un numéro inconnu. La vidéo montrait une image floue du sous-sol et une silhouette en costume sombre s'élevant du sol. Lorsque les policiers sont arrivés au manoir Dubois pour enquêter sur la mystérieuse vidéo, ils ont été accueillis par une seule personne, Madeleine Rousseau, la femme de ménage. Elle travaillait dans la maison depuis 29 ans. Il connaissait chaque centimètre des couloirs de pierre, chaque bruit du parquet et chaque silence de l'âme du patron. Madeleine n'est pas effrayée par la présence des enquêteurs, mais elle ne les invite pas non plus à entrer. Il venait de lui remettre une petite clé ancienne, maintenue par un fil rouge. Le coffre-fort est dans sa chambre, mais il ne peut être ouvert qu'à minuit. Il a laissé des instructions claires, dit-il, les yeux baissés, comme si répéter ces mots brisait une promesse sacrée. Dans le coffre-fort, ils ont trouvé 3 objets. 1. Un faux passeport, au nom de Jakub Lenart, né en Pologne. 2. Une note manuscrite. S'ils ont trouvé cela, c'est parce que j'ai échoué. 3. Et une vieille photo, prise en 1979, de 5 hommes en costume se serrant la main devant une fondation appelée Projet Miroir. 4 d'entre eux ont eu le visage égratigné. Un seul est resté visible, le même visage qu'Étienne. Le délégué resta silencieux pendant quelques secondes. Il reconnut ce nom. Miroir était un acronyme qui, dans les années 80, circulait dans les cercles obscurs du renseignement européen. Un projet interdit, lié à des expériences de pensée, à la manipulation identitaire et la mort provoquée contrôlée. Officiellement, il n'a jamais existé. La semaine suivante, le tombeau d'Étienne est violé. Le cercueil était vide. Aucune trace de brèche externe, aucune empreinte de pas,
Aucune trace de terre déplacée. C'était comme si le corps s'était évaporé. Les journaux n'en ont pas parlé. La presse n'avait toujours pas le droit de mentionner le nom de Dubois. Et toute tentative de publication en ligne a été supprimée en quelques minutes, comme s'il y avait un filtre invisible balayant Internet. C'est alors qu'un prêtre âgé de la ville de Menton est allé chercher le délégué. Il avait dans les mains un vieux journal intime avec une couverture en cuir usé. Il a dit qu'Étienne lui avait remis 30 jours avant sa mort. Le journal contenait des notes chaotiques, des gribouillis en latin et des chiffres qui ressemblaient à des coordonnées géographiques. Mais au milieu de la confusion, une phrase a été répétée, écrite d'une main nerveuse. « Ne dites pas son nom à haute voix, il écoute ». Le shérif Armand était sur le point de rejeter l'affaire comme inexplicable lorsqu'un étranger s'est présenté à sa porte, portant seulement un sac à dos et une cicatrice qui traversait son visage de haut en bas. Il s'appelait Marek Gorski et il a dit qu'il venait de Pologne. Mais son accent était neutre, entraîné. Il utilisait les mots avec précision, comme s'il avait passé des années à apprendre à cacher la vérité en eux. J'ai travaillé avec lui, mais il ne s'appelait pas Étienne Dubois. C'était plus tard, a-t-il dit, en laissant sur la table une copie de la même photo trouvée dans le coffre-fort, mais sans les visages égratignés. Marek a montré chaque visage de l'image. L'un après l'autre, il prononçait des noms qu'Armand n'avait jamais entendus, sauf le dernier, Léon Marseille, connu dans les dossiers secrets d'Interpol comme l'architecte du projet Miroir. Officiellement, Léon était mort en 1983, après un attentat à Bruxelles. Mais Marek secoua la tête négativement. Il n'est pas mort. Il changea de visage. Et l'identité, vous le connaissiez sous le nom d'Étienne Dubois. Selon Marek, le projet Miroir avait été créé pour manipuler les souvenirs et effacer complètement les identités. Il a utilisé une technologie expérimentale basée sur les traumatismes profonds, l'hypnose chimique et les langages codés par des images. Seules 7 personnes avaient réussi à renaître. 3 sont devenus fous. 2 ont disparu. L'un d'eux s'est enfui en Asie, et le dernier a construit un empire du silence dans le sud de la France. Marek a ensuite tendu un petit magnétophone analogique et a appuyé sur play. Une voix grave et indubitable dit dans un français interrompu « Si vous écoutez ça, c'est parce qu'ils m'ont trouvé. Ne me cherchez pas. Et pour l'amour de Dieu, n'ouvrez pas le coffre-fort du sous-sol. » Mais ils avaient déjà ouvert. À l'intérieur, ils ont trouvé un faux mur et un escalier en colimaçon qui menait à une pièce complètement souterraine. Pas de fenêtre, muet, pas de signal. Au centre, une chaise en cuir face au mur, et dessus, une poupée en porcelaine avec ses yeux cousus avec du fil d'argent. Sur le mur en face, quelque chose était écrit avec du sang séché. La vérité ne tient pas dans un seul corps. Le chef Armand n'avait jamais eu aussi froid dans un endroit clos. La pièce souterraine sous le manoir Dubois semblait construite pour ne jamais être retrouvée, ou pour ne jamais laisser sortir personne. Les murs étaient doublés de plomb. Le sol, fait de ciment épais, cachait des marques qui ressemblaient à des symboles anciens, tels que des cartes inversées ou des circuits archaïques. Tout y criait le silence. Marek alluma une lampe de poche et indiqua un coin de la pièce où se trouvait une vieille armoire en acier. À l'intérieur, un seul dossier rouge avec l'inscription « Itération M3 ». Lorsqu'ils l'ont ouvert, ils ont trouvé ce qui restait d'un rapport expérimental du projet Miroir. Mais les feuilles étaient recoupées, les mots arrachés, les passages maculés d'encre noire. Malgré cela, une phrase a attiré l'attention. L'individu 3 a des fragmentations conscientes. L'identité se reconstruit sous la menace. La mort est utilisée comme un point de redémarrage. Armand fronça les sourcils. Qu'est-ce que cela signifie? Marek a répondu sans hésiter. Il se tuerait pour se rappeler qui il était. La révélation était trop absurde, mais c'était logique. Les 3 morts publiques d'Étienne n'étaient pas des évasions, c'étaient des reboots, des moyens d'effacer les traces du passé et de réinstaller une nouvelle version de vous-même, comme s'il s'agissait d'un logiciel humain. La mort était le bouton de réinitialisation, mais quelque chose n'allait pas. Au cours des derniers mois, Étienne avait laissé des traces, comme le journal intime remis au prêtre, le coffre-fort avec la photo, et maintenant cet enregistrement au sous-sol. C'était comme si, pour la première fois, il voulait être retrouvé, ou comme s'il essayait d'empêcher une 4e mort. Tandis qu'Armand examinait les notes floues, Marek se tourna lentement vers la poupée de porcelaine dans le fauteuil. Les mains tremblantes, il retira les fils d'argent de ses yeux, et derrière eux un vieux morceau de papier plié au millimètre était caché. Au centre, il y avait un nom écrit à la main, Héloïse. Armand murmura « Qui est-elle » Marek a répondu à voix basse
comme si son propre nom pouvait réveiller quelque chose dans la pièce. La seule personne qu'il ne pourra jamais oublier, dans aucune des 3 vies. Pendant près de 2 décennies, le prénom Héloïse n'est apparu dans aucun document lié à Étienne Dubois. Pas de lettres, pas de notes, pas de photos. Comme si elle avait été délibérément effacée de sa vie. Mais ce morceau de papier caché dans les yeux cousus de la poupée prouvait que, malgré les morts, malgré les nouvelles identités, une partie de lui se souvenait encore d'elle. Et c'était dangereux. Sur la base de l'écriture du nom, le chef Armand a ordonné une recherche dans les archives scolaires de la région, en comparant les dossiers des années 1970. C'est alors qu'ils ont trouvé un indice silencieux, caché dans une liste de diplômés d'une école d'art de Marseille. Parmi les noms presque illisibles, il y avait Héloïse M. Lenard, le même nom de famille que le faux passeport trouvé dans le coffre-fort. Était-ce sa sœur ? Demanda Armand presque sans voix. Marek secoua la tête. C'était plus que cela. C'était le point d'ancrage. Selon ce que Marek a révélé, avant que Léon ne devienne Étienne, avant de fuir la Pologne, il était tombé amoureux d'Héloïse. C'était une peintre, libre, critique du régime. Ils ont été arrêtés ensemble en 1978 pour leur participation à une manifestation étudiante. Mais un seul d'entre eux est parti, et c'est exactement à ce moment-là que le gouvernement a proposé à Léon un marché, la liberté en échange de sa participation au projet Miroir. Il a accepté, elle a disparu. Mais voilà que de nouvelles preuves émergent. Dans le grenier de l'hôtel Dubois, caché derrière un faux mur, on trouve un gigantesque écran recouvert d'un tissu blanc. Lorsqu'elle a été développée, l'image a paralysé toutes les personnes présentes. C'était un portrait d'Héloïse, inachevé, aux traits délicats mais sans visage. Comme si l'artiste, Étienne, ne se souvenait plus complètement d'elle. Ou pire, il avait peur de le terminer. Dans le coin inférieur droit du tableau, une phrase presque effacée disait « Si je me souviens de son visage, tout revient. » Tout quoi ? Cette nuit-là, le tableau a mystérieusement disparu du poste de police où il avait été emmené pour une expertise médico-légale. Aucune alarme n'a été déclenchée. Aucune caméra n'a enregistré de mouvement. Mais à sa place, ils ont laissé une nouvelle note. Dans celui-ci, juste 2 mots. Dernière chance. Le sous-sol de la cave du bois cachait plus que du vin. Parmi les vieux tonneaux et les caisses de millésimes très rares, Madeleine, la gouvernante, a trouvé une bouteille étrangement scellée avec de la cire rouge et un cachet métallique que personne n'a pu identifier. La bouteille n'était pas dans l'inventaire. Il n'avait pas d'étiquette. Un seul symbole gravé sur la base. Une lettre M inversée à l'intérieur d'un cercle. Projet Miroir. Armand, Marek et Madeleine ont brisé le seau avec un cutter chirurgical. À l'intérieur, protégé par un cylindre de verre, se trouvait une lettre soigneusement pliée. La calligraphie était ferme, artistique. La signature à la fin ne laissait aucun doute. Héloïse. La lettre était datée du 17 août 1982, un mois avant la deuxième pas mort d'Étienne. Le texte était aussi direct que dévastateur. Léon, tu ne m'as pas effacé. Vous avez pâli. À chaque nouvelle identité, vous coupez une partie de vous-même. Mais je suis toujours là, dans les traits que tu as oubliés, dans les mots que tu ne peux plus prononcer. Ils ont dit qu'on ne s'en souviendrait plus jamais, que la douleur disparaîtrait. Mais il grandit, et il vous avalera. Si tu te souviens de moi, tu vas mourir. Mais si vous ne vous en souvenez pas, tu es déjà mort. La lettre se terminait par une phrase tronquée, comme si le papier avait été arraché avant d'être terminé. La 4e mort sera, et rien de plus. Marek resta silencieux pendant plusieurs minutes. Puis il a dit, il savait qu'il atteignait la limite. 3 décès était le maximum que le système autorisait. Le 4e, c'était irréversible. Le matin même, des caméras de sécurité ont capturé une silhouette entrant dans la crypte d'Étienne. Personne n'a vu le visage. Un seul détail a attiré l'attention. L'intrus a laissé quelque chose sur la tombe vide. C'était une orchidée noire, identique à celle laissée par cette mystérieuse femme à l'enterrement. À l'aube, un nouveau courriel anonyme a été envoyé au chef Armand, avec une seule pièce jointe, une image numérisée du tableau d'Héloïse maintenant avec son visage complet. Mais qui a terminé ce tableau? Et plus encore, si Étienne décédait pour la 3e fois, qui essaie de tuer le 4e? Le courriel anonyme qui est arrivé au commissariat de Sospel contenait plus que l'image finie du tableau d'Héloïse. À côté de la pièce jointe, se trouvait un lien protégé par un mot de passe avec des instructions spécifiques. Regardez cette vidéo seule. Ensuite, brûlez l'appareil.
Le chef Armand a ignoré l'avertissement. Il appela Marek et Madeleine. Ensemble, ils ont ouvert le dossier. La vidéo a commencé avec de l'électricité statique. Plus tard, l'image s'est effacée. L'enregistrement était en noir et blanc et montrait une pièce sombre, éclairée uniquement par une lampe suspendue. Au centre, assis, Étienne Dubois, âgé mais lucide. Il a regardé directement la caméra. Sous ses yeux, 2 cernes profonds sous ses yeux, comme s'il portait tous les souvenirs qu'il essayait d'effacer. Si vous regardez ça, c'est parce que quelqu'un a violé la dernière couche. Il a dit, la voix brouillée. Ce n'est pas une confession, c'est un avertissement. Il s'arrêta et sa respiration devint plus lourde. Ils ont dit que l'effacement de la mémoire me sauverait, que chaque nouvelle mort m'apporterait la paix. Mais personne n'a parlé de ce qui allait suivre, quand on se souvient de tout en même temps. Étienne s'est alors levé et s'est dirigé vers un mur couvert de dessins faits à la main. C'étaient des visages, des centaines de visages. Certains sont incomplets, d'autres se sont estompés, mais toutes féminines. Et au centre, un seul a été peint à la perfection. Héloïse. Elle a été mon début, et ce sera la fin de moi. La vidéo s'est coupée, écran noir, mais un second fichier apparaît dans la séquence. Un extrait de sécurité de la cave, filmé 3 jours avant la mort officielle d'Étienne. Dans celle-ci, Madeleine apparaît poussant un fauteuil roulant, et assis dessus, Étienne était encore en vie. Puis un autre homme apparaît, le même qui est apparu plus tard au poste de police en prétendant être Marek. Mais ce n'était pas le même Marek. Le sou est tombé brutalement. Quelqu'un avait pris l'identité de Marek pour cacher la vérité. Le lendemain matin, le vrai corps du coroner disparu a été retrouvé dans la rivière, avec des marques de torture. Et attaché à sa chemise, il y avait une note. La 4e mort n'est pas la sienne. C'est de ceux qui osent s'en souvenir. Quand Armand retourna au poste de police ce matin-là, il trouva l'imposteur se faisant passer pour Marek, tranquillement assis à son bureau, lisant un vieux journal. La sérénité sur son visage ne correspondait pas au chaos que connaissait la ville. Le chef de la police ferma la porte à clé, posa le pistolet sur la table et dit seulement « Qui êtes-vous » L'imposteur sourit, il croisa les mains, et il a répondu « Je ne suis qu'un autre reflet. Vous avez vu le nom du projet, n'est-ce pas ? Miroir, miroir. Rien n'est ce qu'il semble être. » Puis il a raconté quelque chose qui a bouleversé l'enquête. Il n'était pas un agent infiltré. Il n'était pas un meurtrier. Il est le dernier survivant fonctionnel du projet Miroir. Et sa mission était simple. Faire en sorte que Léon, ou Étienne, ne se souviennent jamais de tout en même temps. L'esprit humain n'a pas été fait pour contenir 3 vies complètes. S'il s'en souvient, le système s'effondre. Et son effondrement, il traîne tout avec lui. Armand, incrédule, demanda pourquoi le tableau était terminé. L'imposteur répondit par quelque chose qui ressemblait à de la poésie. Parce que l'art est le seul code que l'esprit ne peut pas bloquer. Il ne se souvenait pas des lois avec des mots. Il se souvenait avec des traces, avec de la couleur, avec de l'absence. Et quand il eut fini son visage, il se revit enfin. Mais il était trop tard. La vérité est brutale. Le fait de terminer le portrait active des souvenirs trop refoulés. Pas seulement d'Héloïse, mais de ce que Léon a fait ou permis de faire pendant les années miroirs. Des gens qui ont disparu, des consciences manipulées, tests chez les enfants. Et tout cela documenté sous la forme de peintures inachevées, cachées dans le manoir. Cette nuit-là, Madeleine, la fidèle gouvernante, a été retrouvée morte chez elle, avec un miroir brisé sur la poitrine. Écrit avec du rouge à lèvres rouge sur le verre, un seul mot, je me suis souvenu. Elle avait terminé le portrait, pas par Étienne, mais par Héloïse. Et ce fut son erreur fatale. Le grenier de l'hôtel Dubois recelait encore un dernier secret. Parmi de vieux papiers, des agendas déchirés et des cadres vides, Armand a trouvé une boîte en bois sculptée à la main, avec le nom « Héloïse », gravé en lettres délicates. À l'intérieur, un vieux magnétophone avec un seul enregistrement marqué « Pour lui ». Le délégué hésita avant d'appuyer sur « Play ». Marek, ou ce qu'il restait de lui, se contentait de regarder, en silence. Lorsque la voix d'Héloïse remplit la pièce, quelque chose changea dans l'air. Il était doux, mais il portait un poids insupportable. Léon, ou Étienne, ou quel que soit le nom que vous utilisez en ce moment, je ne vous écris pas sous le coup de la colère. J'écris parce que je sais qu'au fond de vous, vous êtes encore humain, et parce que je sais que tu m'aimais. Mais j'ai besoin que vous compreniez. Tout cela, c'était son choix. Elle s'arrêta un long moment. Un bruit de papier plié en arrière-plan. Puis, il continua. Quand ils ont accepté le projet, ils nous ont offert la chance d'oublier. J'ai refusé. Vous avez accepté.
Et donc, tout ce qui restait de moi était un souvenir caché. Mais il y a quelque chose que vous n'avez jamais su. Le silence qui suivit dura près d'1 minute. La bande est tombée en panne pendant 1 seconde. Quand il revint, sa voix était plus tremblante. Quand j'ai été emmené, j'étais enceinte. De vous. Mais ils ont tout effacé. Et ils l'ont supprimé aussi. Il est né sans nom, sans mère, pas de père. Créé comme une expérience, comme un nombre. Comment? Réflexe. Le vrai choc n'était pas ce que Léon avait oublié. C'est ce qu'il n'a jamais connu. L'homme qui s'est fait passer pour Marek. C'était son fils. Armand se tourna lentement vers l'imposteur. Il ne souriait plus. J'ai juste pleuré en silence, en regardant le sol. J'ai essayé de te haïr, murmura-t-il. Mais quand j'ai fini son visage, je me suis vu dedans. Et je t'ai vu aussi. La mémoire, comme l'amour, n'a parfois pas besoin qu'on se souvienne de lui pour exister. Mais pour certaines vérités, le prix à payer pour se souvenir est la mort. Le matin à Sospel était nuageux, comme si le ciel lui-même savait que quelque chose allait se terminer ce jour-là. L'homme connu sous le nom de Marek se tenait devant l'ancien siège désaffecté du projet Miroir, un bâtiment brutaliste caché parmi des collines abandonnées, maintenant couvertes de mousse et de silence. Il n'emporta avec lui que le tableau d'Héloïse, la lettre qu'elle avait laissée et le magnétophone avec le dernier message. À l'entrée, une petite capsule de plomb a été enterrée sous la plaque rouillée avec le symbole du projet. À l'intérieur, il a tout mis, les preuves, les souvenirs, les noms. Et par-dessus, il a écrit avec un couteau sur le béton lui-même « Ici meurt ce qui n'est jamais né ». Mais il savait que cela ne suffisait pas. Le système fonctionnait toujours, dans une partie cachée du monde. Les survivants du projet ont continué à protéger ce qu'ils savaient. Et la mémoire, même effacée, trouve toujours un moyen de revenir. Quelques heures plus tard, le même homme entra dans l'ancienne crypte d'Étienne. Cette fois, le cercueil n'était pas vide. Il y avait là un corps, vôtre. Il a simulé sa propre mort. Il laisse une lettre à Armand. À l'intérieur, juste ces mots. La dernière mort n'est pas la mienne. C'est le silence. 2 jours plus tard, les journalistes ont commencé à recevoir des fichiers anonymes contenant des documents du projet. Rapports, prénoms, photos, enregistrements. L'histoire a été révélée. La France, l'Europe, le monde étaient sous le choc. Mais personne ne connaissait le vrai nom de l'homme à l'origine de ces révélations. Aucun visage n'a été exposé. Aucune identité n'a été confirmée. Ce qui restait, c'était l'image de la peinture d'Éloïse, maintenant numérisée, viralisée, éternisée. Et en dessous, une légende manuscrite par quelqu'un qui l'aimait trop pour l'oublier. La vérité n'a pas besoin d'un nom, juste du courage. La publication des archives a secoué l'Europe. Les journaux qui n'avaient jamais entendu parler de Sospel publiaient maintenant des titres avec des mots comme « reprogrammation identitaire »,« mort simulée »,« souvenirs manipulés ». Le nom de projet Miroir est devenu synonyme de conspiration, d'horreur et de silence institutionnel. Mais même face aux documents, aux vidéos et aux voix qui ne pouvaient plus être niées, personne ne savait qui être considéré comme coupable. Le gouvernement français a ouvert une enquête officielle. Certains noms mentionnés dans les dossiers ont disparu du jour au lendemain. Un sénateur des années 80 a été retrouvé mort dans un hôtel de luxe. Un banquier suisse a disparu sur son yacht. Et un ancien directeur de la technologie a été hospitalisé pour une dépression nerveuse, répétant un seul mot, réflexe. Mais toutes les questions n'avaient pas de réponse. Qui était Marek officiellement? Le corps enterré dans la crypte était-il vraiment le sien? Pourquoi le tableau d'Héloïse a-t-il provoqué des réactions aussi extrêmes chez ceux qui l'ont vu de près? Le chef de la police Armand a été appelé à témoigner. Il n'a rien nié, il n'a rien omis. Mais à la fin du processus, il a reçu une recommandation voilée. Oublie ça. De retour à Sospel, il a commencé à vivre avec un nouveau poids, non pas celui de la culpabilité, mais celui de la conscience. Chaque semaine, il visitait la crypte où le corps anonyme avait été enterré. Et en silence, il relut la dernière phrase laissée sur la pierre tombale improvisée. « Ici meurt ce qui n'est jamais né ». Mais sur son bureau, à l'intérieur d'un tiroir fermé à clé, Armand gardait un seul objet qu'il n'a jamais remis aux autorités. Une seconde cassette d'Éloïse, où elle disait « Si tout tourne mal, cherchez le reflet dans le reflet. Il n'est pas mort, il attend ». Et c'est là, devant sa propre image reflétée dans la vitre de la cassette, qu'Armand comprit quelque chose de terrible. La vérité peut être enterrée. Mais il ne se repose jamais. La bande d'Héloïse se terminait par une coordonnée. Latitude, longitude, altitude. Le point marquait un petit village dans les montagnes de Roumanie,
Un endroit si isolé que même Google Maps n'a pas pris la peine de le nommer. Armand n'y a pas réfléchi à 2 fois. Il a raccroché son téléphone portable, a pris son manteau et est parti. Il n'a prévenu personne. Il savait que ce qu'il cherchait ne pouvait pas être trouvé par les méthodes officielles. Après des heures sur la route et une montée à pied qu'il a presque renversée, il a trouvé une maison simple, en pierre, sans cloche, sans électricité. Il frappa à la porte. Personne n'a répondu, mais il était débloqué. À l'intérieur, l'air était froid, immobile. Sur les murs, des dessins au fusain, des visages familiers mais déformés, se multipliaient, comme s'ils avaient été dessinés par quelqu'un qui les avait vus en rêve ou en délire. Au centre de la pièce, un miroir ovale recouvert d'un tissu noir. Armand hésita. Il enleva le tissu. Le reflet montrait la pièce, mais il ne l'a pas montré. C'est alors qu'il entendit derrière lui une voix calme, rauque. « Vous êtes arrivé en retard, mais vous êtes arrivé en un seul morceau. » Il se retourna. Un homme âgé, les yeux enfoncés et les mains tachées d'encre, était assis sur une chaise en bois. Il n'a pas semblé surpris, ni effrayé, juste fatigué. Armand n'a pas eu à demander le nom. Sut. Ce n'était pas un fantôme. Il n'était pas un imposteur. C'était Étienne Dubois, ou ce qu'il en restait. La mémoire a du poids, délégué, et j'en ai transporté beaucoup. Maintenant, je suis vide. Mais toi, vous avez encore de l'espace. Le vieil homme lui montra un dernier tiroir. À l'intérieur, une lettre, adressée à Armand, manuscrit, dit « La vérité est un héritage qui n'a de valeur que lorsqu'il brûle. » Armand n'a pas répondu. Il ferma juste les yeux, et quand il les a ouverts, l'homme avait disparu. Quelques jours plus tard, la maison a été retrouvée en feu. Pas de corps, aucune trace, rien. Le délégué retourna en silence auprès de Sospel. Il n'a plus jamais parlé de l'affaire. Mais tous les soirs, avant d'aller dormir, elle couvrait le miroir de la chambre avec un chiffon noir. Parce que maintenant il savait. Le reflet, j'attendais toujours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez que certaines histoires ne se terminent pas par un point. Ils se terminent par un écho, un avertissement, un silence. Commentez ci-dessous, je me souviens. Si vous aviez le courage d'affronter cette vérité jusqu'au bout, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, parce que dans la vidéo suivante, peut-être serez-vous celui qui verra le reflet en premier.